Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire Caisse d'épargne de l'année. Alors on s'était quitté fin 2024 avec un projet de loi de finances en discussion, des discussions pas simples. Et on vous l'avait promis, dès que le projet de loi serait adopté, on en reparlerait, on essaierait de le décrypter et surtout de comprendre les impacts sur votre épargne, sur votre patrimoine. C'est donc pour cela que nous sommes aujourd'hui réunis avec nos deux experts. Laure Milon-Courrèges, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marché premium Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Philippe Wechter, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management. Alors comme d'habitude, vous connaissez le principe, vous pouvez aussi poser vos questions en direct. Il y a pour ça un onglet dédié sur votre écran. Il y a aussi deux expertes en coulisses qui sont là pour y répondre. Karine Bassani et Isabelle François, elles sont toutes les deux ingénieures patrimoniales à la Caisse d'épargne Poitou-Charentes. Alors pour débuter, peut-être qu'on va un peu refaire le décor sans refaire toute l'histoire, mais avec vous, Philippe Wechter, on se souvient que le contexte d'adoption de cette loi de finances, il a été très compliqué. Aujourd'hui, on en est où? Est-ce qu'on peut se dire que les problèmes sont derrière nous? Il y a une éclaircie, les problèmes sont à venir? Alors, plusieurs choses. Le budget a été difficile à adopter pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y avait pas de majorité politique, ce qui est une nouveauté par rapport à toute l'histoire de la Ve République. Et puis le deuxième point, et c'est ce qu'on voit sur l'écran, c'est que la dette publique est très élevée et qu'il faut trouver le moyen, à terme, de la stabiliser, puis de la réduire. Et donc le budget était soumis à ces deux contraintes. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le budget a été adopté avec un certain nombre de compromis et que pour les budgets qui vont venir, 2026, 2027 jusqu'en 2030, eh bien, il faudra à nouveau mettre la question de la dette sur le bio, si je puis dire, puisqu'il va falloir s'inscrire dans la durée pour réduire cette dette, pour retrouver des marges de manœuvre. Donc l'effort budgétaire est loin d'être terminé. Face à cela, on a vu les gouvernements, on a Emmanuel Macron hier soir à la télévision, ou la Commission européenne, qui se sont engagés sur des dépenses supplémentaires liées à la défense. On sait que le contexte global a changé. Il faut dépenser davantage sur le militaire. Et donc, on devra, compte tenu du niveau de dette que peut avoir la France ou d'autres pays, il va falloir faire des ajustements de dépenses. On a des dépenses qui sont à des niveaux très élevés en France. Il va falloir ajuster, faire des arbitrages. On dépense un peu plus sur le militaire, on dépensera un peu moins ailleurs. Et c'est toute la difficulté auquel on sera confronté dans les années qui viennent. Comment on va arbitrer pour acheter davantage d'avions militaires, de munitions, etc. Et quels seront les postes qui seront arbitrés? Est-ce que ce sera le social? Est-ce que ce sera le régalien? Est-ce que ce sera l'éducation? Je ne sais pas. Et c'est des choix politiques qui devront être faits. Mais on voit bien que ces choix politiques vont avoir une incidence sur la façon dont le débat sera porté et sera discuté à l'Assemblée nationale. Des questions qui vont revenir vite puisque la prochaine loi de finances, elle devra être discutée dès l'été en fait. Donc, Absolument, on va vite rentrer dans le vif du sujet et il y aura même probablement avant cela des lois de finances rectificatives parce que si effectivement on doit augmenter les dépenses militaires, il va falloir trouver des moyens de le faire et il y aura probablement des éléments qui devront être votés à l'Assemblée nationale. Alors on va essayer déjà de se pencher sur ce qu'on sait aujourd'hui, les petits éléments qu'on a à notre disposition. Cette loi de finances que nous avons, quelles sont ses principales mesures déjà Laure, s'il vous plaît. Alors, les mesures, il y en a eu beaucoup qui ont changé. Par contre, comme Philippe l'a dit, heureusement qu'on a eu un budget 2025 parce qu'effectivement, chaque année, on indexe effectivement le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Et sans budget, ça aurait été compliqué. Les contribuables auraient dû s'acquitter de 3,7 milliards d'euros supplémentaires. Donc, ce n'est pas le cas. Bien heureusement, on a un niveau d'inflation à 1,8 qui a permis donc, de revoir ce barème de l'impôt et surtout donc, de limiter les effets sur l'imposition des ménages. Il y a une autre mesure effectivement qui rentre en ligne de compte dans le cadre de l'impôt sur le revenu, c'est qu'à partir de septembre 2025, donc pour les contribuables qui ont une imposition commune, ils auront le prélèvement à la source qui sera individualisé de plein droit. D'accord.
Il y a une mesure, ou plutôt un point particulier qui avait été beaucoup discuté, que les gens ont beaucoup suivi, c'était une potentielle remise en question de cette fameuse flat tax. Finalement, qu'est-ce qui a été décidé? Pas de remise en question. Donc, le prélèvement forfaitaire unique que vous appelez plus communément la flat tax, donc va continuer. On aura effectivement, au titre de l'impôt sur le revenu, toujours les 12,8% que l'on connaissait jusqu'à maintenant, auxquels s'ajouteront 17,2% de prélèvements sociaux, donc pour faire les fameux 30% de prélèvement forfaitaire unique. Ils vont concerner plusieurs types de placements financiers, les revenus mobiliers, les plus-values de cession de valeurs mobilières qui sont soumises à l'impôt sur le revenu, et puis, en cas de rachat, les intérêts que l'on aura sur les contrats d'assurance vie qui ont été ouverts après le 27 septembre 2017. Voilà. Alors, juste une précision, il n'est pas possible de connaître avec certitude quel sera le niveau d'imposition des revenus 2025. On le connaîtra avec la loi de finances quand elle sera validée sur l'année concernée, en fait. Exactement, donc plutôt à la fin de l'année. Plutôt à la fin de l'année, oui. Ce qu'on sait aussi déjà, c'est qu'il va y avoir quand même une nouvelle taxe qui va concerner une partie de la population spécifique, puisqu'elle va taxer les plus hauts revenus. Quels sont un peu les contours de cette nouvelle taxe ? Alors, on connaissait déjà la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui avait été rentrée en vigueur avec la loi de finances de 2012, si ma mémoire ne fait pas défaut. Et on pouvait donc taxer jusqu'à 4%, donc les plus forts revenus. Là, on voit apparaître une contribution différentielle sur les hauts revenus qui va toucher en fait les contribuables qui perçoivent des revenus soumis au prélèvement forfaitaire unique qu'on vient de voir. Donc, c'est surtout pour des contribuables qui touchent des revenus hors revenus salariaux, hors revenus courants. Elle vise les contribuables qui vont avoir un revenu fiscal de référence qui va dépasser donc les 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple marié. On connaît un peu le profil justement des gens qui vont tomber sous le coup de cette taxe ? Oui, alors moi j'ai essayé de vous résumer ça avec trois cas. On a le cas effectivement des contribuables qui, comme je disais, vont toucher des revenus courants, donc des revenus salariaux, des revenus professionnels, des revenus fonciers. Eux, ils devraient être peu ou pas concernés en fait par cette contribution. On va aussi après avoir les contribuables qui peuvent avoir des revenus exceptionnels, par exemple suite à une cession de titres. Dans leur cas, ils vont pouvoir bénéficier de mécanismes de réduction, des mécanismes de lissage qui vont venir atténuer en fait cette contribution. Et puis on va avoir les contribuables qui ont des revenus soumis au prélèvement forfaitaire unique supérieurs à leurs revenus salariaux. Et dans ce cas-là, effectivement, ces contribuables, si le taux en fait d'imposition n'atteint pas 20%, ils vont effectivement avoir un rattrapage. Alors, dans le calcul, pour être précis, quand on additionne le prélèvement forfaitaire unique, la contribution exceptionnelle qui peut arriver jusqu'à 4% et qu'on n'atteint pas les 20%, c'est là que va rentrer en jeu la contribution différentielle sur les revenus pour venir taxer ces flux à hauteur de 20%. Juste pour une précision, on nous avait prévu cette mesure pour 3 ans. Finalement, ça a été ramené à 1 an. Bon, voilà, c'est quand même reste une incertitude de savoir, avec ce que dit Philippe précédemment, si ça pourra être prolongé ou pas. Oui, exactement. Bien sûr. Il y a un segment particulier sur lequel on reçoit des questions. C'est vrai que ça peut être considéré comme niche, mais les choses bougent aussi. Ce sont les crypto-actifs. Vous pourriez nous expliquer ce qui a été décidé là aussi ? Sur les crypto-actifs, en fait, l'administration fiscale souhaite une plus grosse transparence, une plus grande transparence. Donc, en fait, tous les services qui sont donnés par des crypto-actifs devront être déclarés à l'administration fiscale. Donc, les fournisseurs devront déclarer le nom des utilisateurs de crypto-actifs et puis donner pas mal d'éléments, en fait, sur les activités, donc la nature des opérations et surtout le montant des opérations. S'ils ne se plient pas à cette règle, ils seront soumis à une amende non négligeable. Alors, les crypto-actifs, il y a des choses qui bougent aussi sur la scène internationale qui ne sont pas forcément simples à comprendre en fait, parce qu'on a une administration américaine qui s'y intéresse, qui a l'air d'avoir des grands desseins, des grandes ambitions pour les crypto-actifs, ce qui est complètement nouveau en fait. Pourquoi ces objectifs ? Quel est l'intérêt de Trump en fait à s'intéresser aujourd'hui au Bitcoin ? Alors, avant de répondre à cette question, je pense qu'il y a une espèce d'ambiguïté sur les crypto-monnaies à l'échelle individuelle. Ça peut être un actif très rentable. On le voit quand on regarde le cours du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. À l'échelle macroéconomique, c'est une autre histoire. C'est-à-dire qu'à l'échelle macroéconomique, les économistes continuent de s'interroger sur une question simple. À quelle réponse les crypto-monnaies sont-elles la solution ? À quelle question les crypto-monnaies sont-elles la solution ? Et pour l'instant, on cherche. Alors, juste une précision. Les banques centrales font des crypto-monnaies, mais ça, c'est juste pour sécuriser les circuits financiers dans lesquels elles s'inscrivent. Ça n'a pas du tout la volatilité. C'est pas spéculatif. C'est pas spéculatif, c'est juste technique. Et il y a les crypto-monnaies qu'on connaît.
Donc, ce sont deux choses différentes. Alors, effectivement, aux États-Unis, l'administration américaine, sous l'impulsion de Trump, a modifié pas mal les choses. Le patron de la SEC, qui est l'organisme de surveillance des marchés financiers, a démissionné avant même d'être limogé parce qu'il avait mis en place et il était responsable d'une construction très restrictive sur les crypto-monnaies. Celui qui l'a remplacé est beaucoup plus ouvert à ces questions. On va voir comment la législation va se mettre en place, mais l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces crypto-monnaies d'une façon beaucoup plus souple. Alors, ça pose plusieurs questions. La première question qui vient à l'esprit, c'est de se dire, c'est quand même très bizarre, parce que le dollar est la monnaie de référence. Les actifs américains, type obligations de l'État américain, obligations du Trésor américain à 3 mois, à 6 mois, sont considérés par l'ensemble des investisseurs du monde comme les actifs sans risque. Et donc, on va introduire un actif très volatile à côté qui viendra d'une certaine manière en concurrence. Parce que l'objectif de Donald Trump, c'est d'accumuler une réserve en crypto-monnaie très importante. Pour faire quoi? On ne sait pas très bien, mais on voit bien que les monnaies vont rentrer en concurrence. Et là, il y a une situation qui est complexe à comprendre parce qu'on ne voit pas très bien comment les choses vont pouvoir évoluer. Et ça fait référence à une autre problématique. On voit Elon Musk, avec le Doge, détruire le gouvernement fédéral, d'une certaine manière. Là, on a, avec les crypto-monnaies, une forme de remise en cause du dollar et des actifs américains. En d'autres termes, l'administration américaine aujourd'hui est en train de fragiliser les institutions de l'économie américaine, celles sur lesquelles cette économie a prospéré. Et donc, ça crée une vraie interrogation. Alors après, on peut investir sur le Bitcoin si on souhaite, mais on n'a pas trouvé de rationalité fondamentale. L'idée de dire le système financier à un moment donné va exploser, il faut qu'on ait un système alternatif, pourquoi pas? Mais qui est étonnant de la part d'un État qui est garant de ce système en théorie. De la part d'un État, c'est extrêmement surprenant. Et on voit bien que sur ces aspects-là, il y a une dimension très microéconomique. D'ailleurs, au moment de son inauguration, Donald Trump a émis une crypto-monnaie Donald Trump. Sa femme a fait la même chose. La valorisation s'est envolée. Ils en ont profité. Donc, il y a une dimension très microéconomique, mais on n'a pas le sentiment, et on le voit quand on regarde tout ce qui tourne autour des tarifs douaniers aussi, qu'il n'y a pas de vision macroéconomique. Et c'est ça le plus préoccupant, c'est que les États-Unis sont l'économie la plus puissante au monde, mais avec un gouvernement qui n'a pas vraiment de vision macroéconomique. Comment on va faire dans les années qui viennent? On est là, on signe des executive orders sur tel ou tel sujet, mais on n'a pas le sentiment d'avoir une vision dans le long terme, et si ce n'est que demain, l'économie américaine sera la plus forte, la plus belle, etc. C'est un petit peu insuffisant. Ce qui est en tout cas effectivement compliqué puisqu'on sait à quel point les économies sont interdépendantes et qu'il y a des répercussions chez nous en Europe. Donc beaucoup de facteurs d'incertitude aussi pour les particuliers. Alors si on se tourne peut-être vers quelque chose qui est peut-être pas l'opposé des cryptoactifs, mais vraiment l'immobilier, la pierre, le tangible, qui est quelque chose qui fait beaucoup partie du patrimoine des Français. Ici aussi, la loi de finances va jouer. Peut-être juste un mot pour débuter sur ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas, le prêt à taux zéro est réintégré sur l'ensemble, est rétabli sur l'ensemble du territoire donc pour l'acquisition des logements neufs, donc maintenu jusqu'au 31 décembre 2027. Et juste une précision pour accompagner un petit peu ce prêt à taux zéro, on a un système incitatif d'exonération des droits de mutation à titre gratuit sur les dons manuels d'argent, puisqu'effectivement, un donateur pourra donner, par exemple, à un jeune primo-accédant jusqu'à 100 000 € par donateur, et le donateur pourra recevoir jusqu'à
300 000 euros. Alors, quand on fait le calcul, ça coince un peu, mais si on donne un exemple, par exemple, un primo-accédant pourra recevoir de la part de son père, de sa mère, 100 000 euros chacun, et il pourra aussi recevoir un don manuel de son grand-père, de sa grand-mère. Le tout, c'est qu'il reçoive au maximum 300 000 euros. Capé à 300 000. Oui. L'objectif, c'est qu'il fasse une acquisition dans le neuf ou en l'état futur d'achèvement, ou qu'il réalise des travaux de rénovation énergétique importants. Ce dispositif, il pourra être remis en question si jamais, effectivement, les fonds ne sont pas investis dans les 6 mois de la donation, ou bien s'il ne maintient pas son bien comme résidence principale pendant 5 ans, ou qu'il le met en location pour la résidence principale d'un locataire pendant 5 ans. Il y a d'autres choses qui ne bougent pas, qui sont prolongées? Oui, il y a le dispositif qui était un peu moins connu de Loc Avantage, qui permettait effectivement aux propriétaires bailleurs de mettre un bien à la location de ménages plus modestes et en leur faisant des loyers aussi plus attractifs. L'objectif, c'est effectivement qu'ils aient en contrepartie une réduction d'impôt qui peut aller de 15 à 65% en fonction du montant du loyer qui sera fait. En résumé, plus le loyer qui va être fait est bas, plus la réduction d'impôt pour le propriétaire bailleur sera intéressante. Et le dernier dispositif qui est aussi maintenu, et pas des moindres, c'est MaPrimeRénov', parce que là aussi, on a eu pas mal d'allers-retours, et ça a fait pas mal de débats, mais globalement, c'est l'aide de l'État pour effectivement réaliser dans sa résidence principale des travaux ou locatifs des travaux donc de rénovation énergétique. Et là aussi, effectivement, on a un maintien de l'enveloppe, un maintien du dispositif avec une réduction de l'enveloppe de 40%. Donc ça se poursuit, mais il y en a un peu moins. Ouais, exactement. On reçoit beaucoup de questions sur la fiscalité des locations meublées. C'est pas un hasard, c'est là en fait qu'il y a le plus de changements finalement côté immobilier. C'est exactement ça. C'est là qu'il y a le plus de changements. Donc en fait, les évolutions sur les locations meublées, elles sont de deux sortes. Elles viennent effectivement alourdir l'imposition en fait des locations saisonnières type Airbnb qui étaient imposées au régime du micro BIC. Donc je suppose que vous le voyez à l'écran, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les seuils en fait pour être éligibles au régime du micro BIC sont abaissés. Ils passent de 77 000 euros à 15 000 euros, ce qui signifie que si on touche plus de 15 000 euros de revenus de location meublée, il faudra qu'on bascule en fait sur du réel. Et l'abattement que l'on connaissait aussi est lui aussi abaissé puisqu'il passe donc de 30% à 50%. De 50% à 30%, le lapsus. Concernant, c'est le même cas aussi, on ne va pas s'y attarder, mais c'est la même chose aussi pour les locations de tourisme classées. On a une réduction aussi du seuil, un abaissement du seuil de location et également un abaissement du taux d'abattement. Il y a peut-être des exceptions, non, surtout. Est-ce que tous les types de locations sont concernés? Alors, juste pour finir, en fait, sur les dispositifs, on a vu le premier dispositif, c'est qui vient alourdir la fiscalité donc sur les régimes de micro-BIC. Mais il y a un deuxième, en fait, dispositif, c'est que tout ce qui était effectivement loué en meublé non professionnel et qui était imposé au réel voit une modification, en fait, sur la plus-value de cession. Quelqu'un qui loue en meublé et qui utilise le dispositif d'imposition au réel peut déduire les amortissements sur le bâti et donc venir effectivement jusqu'au 15 février 2025 amoindrir effectivement la plus-value en cas de cession. Depuis le 15 février 2025, ce n'est plus le cas puisque dans le calcul de la plus-value, on va réintégrer les amortissements qu'on a déduits dans le cadre des impositions sur les loyers. Alors, il faut rassurer aussi les personnes qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'il y a quand même des exceptions et toutes les résidences universitaires, les résidences étudiantes, les résidences seniors, les EHPAD, les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap ne sont pas concernés en fait, par cette modification. Donc le calcul de la plus-value se fera comme il se faisait jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pourriez nous faire peut-être une simulation pour se rendre compte en fait, de la différence de fiscalité que ça représente, tous ces changements? Oui, alors on va essayer de prendre un exemple simple, c'est pas forcément évident en live, mais on va essayer de prendre un exemple simple. On va considérer donc un contribuable qui a acquis un bien immobilier à hauteur de 250 000 euros. Globalement, 50 000 euros destinés au terrain et 200 000 euros considérés à la construction. Ce bien, il le revend au bout de 10 ans. Il a pu l'amortir donc, sur une durée de 20 ans, donc à peu près 10 000 euros par an, et il le vend 350 000 euros. Alors, le tableau, il peut paraître un peu complexe, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il faut directement se repérer sur la ligne effectivement, des amortissements, ou ce que je vous disais précédemment, les amortissements qui ont été déduits dans le cadre de l'imposition sur les locations, ils sont réintégrés effectivement dans le calcul de la plus-value, ce qui fait que la plus-value brute, elle augmente. On a les abattements classiques pour durée de détention, mais on voit effectivement qu'au niveau du total de l'impôt sur la plus-value, c'est 3,5 fois plus important que ce qu'on pouvait connaître jusqu'à maintenant. Mais j'insiste bien, ne sont pas concernés tous les dispositifs qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, résidences étudiantes, résidences de service, EHPAD et établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est très important parce que c'est des biens qu'on propose effectivement, nous, dans le cadre des optimisations patrimoniales. D'accord.
On parle d'immobilier, il y a une composante centrale dans l'immobilier qui sont évidemment les taux d'intérêt. Taux d'intérêt, on a l'habitude de dire qu'ils dépendent aussi des taux d'intérêt de la direction donnée par la BCE, la Banque Centrale Européenne. Vous nous parlez depuis tout à l'heure d'un changement de paradigme, de mécanismes qui se mettent en place, qui sont assez différents de ceux avec quoi on a traité jusqu'ici. Qu'est-ce qui pourrait se passer sur les taux d'intérêt, aussi bien au niveau de la BCE de l'Europe qu'au niveau de l'immobilier pour nous, Français? Alors, si on parle de l'immobilier, la hausse des taux d'intérêt qu'on a vue ces dernières courtes années ont eu un impact très fort pour les primo-accédants, pour tout un tas de choses. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce marché immobilier est aujourd'hui en difficulté en France. On l'a vu sur les ventes de maisons neuves, sur les mises en chantier, tout ça est problématique. Et les taux d'intérêt ont eu un rôle. Alors, dans cette situation, après la remontée des taux, on voit que les choses se stabilisent sur les taux longs, mais un élément clé, c'est effectivement l'orientation qui sera prise par la Banque centrale. Alors, la Banque centrale européenne baisse ses taux d'intérêt depuis plusieurs mois maintenant, parce que l'inflation a ralenti, parce qu'elle a des anticipations d'inflation qui seront plus basses au cours de l'année 2025, et elle se réunit aujourd'hui. Et on aura, en début d'après-midi, une probable annonce de baisse des taux d'intérêt supplémentaires, avec une discussion qui est a priori, qui va avoir lieu a priori sur est-ce qu'il faut continuer ou pas. On avait entendu 2 encore peut-être d'ici l'été, baisse de taux. C'est l'anticipation qu'on a et qu'on espère pour que effectivement la baisse des taux d'intérêt facilite la reprise ou l'amélioration de l'activité en Europe. Donc ça, c'est la discussion au sein de la BCE, c'est est-ce qu'il faut aller plus loin ou pas. Les réformes structurelles à faire n'ont pas besoin forcément de taux d'intérêt plus bas. C'est le point de vue d'Isabelle Schnabel, qui représente l'Allemagne au sein du board. Christine Lagarde est plus volontariste sur ces questions, et généralement, dans les banques centrales, le président a le dernier mot sur les taux d'intérêt. Donc, on va encore avoir des taux d'intérêt qui vont baisser. Mais nous, est-ce qu'on va en ressentir les effets? Alors, deux remarques juste avant de répondre à votre question. La première, c'est la Banque centrale européenne, la politique monétaire de la Banque centrale européenne est aussi conditionnée par ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Et on a vu que si la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, avait baissé ses taux au début de l'automne, elle est revenue sur cette situation en stabilisant les choses, parce que l'économie américaine, jusqu'à présent, allait plutôt bien. Donc, si effectivement il y a en septembre, tout le monde pensait que les taux allaient baisser partout. Ça n'est plus le cas. Et donc, on va avoir une politique monétaire qui sera conditionnée en partie par ce qui se passe du côté de la Banque centrale européenne. Si la Fed baisse fortement ses taux, on peut se dire que la BCE baissera aussi fortement ses taux, par exemple, pour résumer. Si la Fed maintient ses taux, ça devient un peu plus compliqué. Et donc, il va falloir suivre ça avec beaucoup d'attention. Sur la partie longue des taux d'intérêt, ce qui nous intéresse dans le cadre de l'immobilier, c'est un élément clé. On voit bien que les taux sont montés, sont aujourd'hui à un niveau plus élevé que pendant toute une longue période, mais qu'ils se sont stabilisés. L'environnement dans lequel on se situe est un environnement beaucoup plus risqué, beaucoup plus incertain que celui dans lequel on se situait précédemment. Alors, il y a moins de risques d'inflation, très clairement, mais il y a un risque moins palpable sur une situation qui est en train de changer. Et on va avoir, dans cette situation qui change, des besoins de financement qui vont être nouveaux. On a vu, par exemple, hier, quand l'Allemagne a annoncé qu'elle allait dépenser davantage sur la défense, on a vu les taux d'intérêt allemands progresser très vivement. Et donc, on risque d'avoir ce type de situation. Une volatilité parfois plus importante parce que les décisions ne seront pas directement économiques et reflétant un arbitrage économique, mais des décisions plus politiques. Et donc, et comme les taux d'intérêt long terme agrègent, si je puis dire, toutes les informations dont on peut disposer, si ces informations sont assez hétérogènes, on peut avoir pas mal de volatilité. Le sentiment qu'on a aujourd'hui est que même si la Banque centrale européenne continue de baisser ses taux d'intérêt,
la dimension risque de l'environnement fait que les taux longs ne devraient, eux, pas baisser. On va avoir une reconstitution de ce qu'on appelle la courbe des taux, c'est-à-dire du plus bas, du plus court au plus long, mais les taux longs risquent de rester à ce niveau-là. Et donc, pour l'immobilier, ça se traduira par des taux qui seront relativement stables par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Donc, un manque de visibilité aussi certain à ce niveau-là, ce qui rend aussi les décisions patrimoniales assez compliquées aujourd'hui. Si on veut protéger ce qu'on a ou optimiser ce qu'on a déjà, comment est-ce qu'on peut jouer peut-être avec les armes qu'on a? Je pense notamment par exemple à la fiscalité. Alors, pour réduire sa facture fiscale, il y a deux biais en fait. Soit on agit directement sur le montant de l'impôt à payer, et on va faire agir avec des dispositifs qui donnent des réductions d'impôts, en faisant attention effectivement de bien respecter le plafonnement des niches fiscales de 10 000 euros. Et puis l'autre biais, c'est de vraiment essayer de baisser son revenu imposable en fait, pour effectivement mécaniquement après avoir une réduction d'impôt. Donc il y a un dispositif quand même qui est connu, hein, je pense qu'on en a déjà pas mal parlé sur les webinaires, donc les gens qui nous écoutent vont pas être surpris qu'on en reparle, mais c'est les plans épargne retraite individuels, donc qui permettent pendant sa vie active de se constituer un capital ou une rente qui sera disponible à la retraite. L'avantage de ces plans d'épargne retraite, c'est de pouvoir y faire des versements donc, pendant sa vie active et de les voir après en déduction du revenu imposable. Et mécaniquement, en fait, et proportionnellement à sa tranche marginale, ça génère une réduction d'impôt. Donc si on prend un exemple, par exemple, de versement de 10 000 euros sur un plan d'épargne retraite individuel, à une tranche marginale de 41%, on aura mécaniquement une réduction de 4 100 euros. Alors vous le disiez, hein, ça c'est assez connu. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs peut-être un peu moins connus? Alors ils ne sont pas nouveaux ces dispositifs, ils existaient déjà, mais par contre effectivement ils sont peut-être un peu moins utilisés. On a les investissements dans les petites et moyennes entreprises ou encore les investissements dans les sociétés de financement pour l'audiovisuel et le cinéma, qu'on appelle les SOFICA, qui permettent d'avoir une réduction d'impôt de 18% du montant investi. Alors il y a plusieurs choix, soit effectivement on peut investir directement dans une entreprise que l'on connaît localement, ou alors passer via son conseiller sur des fonds communs de placement dans l'innovation ou des fonds communs de placement d'investissement et de proximité. Voilà. Ce qu'il faut bien savoir que sur ce type d'investissement, quand même, c'est qu'il faut les conserver minimum 5 ans, et la durée de placement conseillée est plutôt de 8 à 10 ans, et effectivement qui sont soumis au plafonnement des niches fiscales, donc des fameux 10 000 euros. Si on en revient à notre immobilier, là aussi, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place en ce moment? Pour rebondir sur ce que disait Philippe, ce qu'il va falloir privilégier, je pense, sur la partie investissement immobilier, c'est tout ce qui va concerner les dispositifs dans l'ancien avec travaux. Donc le plus connu, c'est le déficit foncier. Donc quand un propriétaire bailleur réalise des travaux donc, sur son bien immobilier, il peut déduire effectivement de ses revenus locatifs toutes les charges, donc des travaux, des intérêts d'emprunt, et il peut les réduire effectivement dans la limite de 10 700 euros aussi sur ses autres revenus. S'il a davantage effectivement de charges, il peut les reporter sur les 10 années suivantes et revenir chaque année les chercher pour amoindrir ses revenus fonciers. Ce qu'il faut noter, c'est que si des travaux sont réalisés dans le cadre de la rénovation énergétique, ce montant est porté à 21 400, donc ce qui est quand même pas négligeable. Bien sûr. Vous parlez ancien, vous parlez travaux, moi ça me fait penser monument historique. Est-ce que ça, c'est une option intéressante ? C'est une option très intéressante. Maintenant, c'est une option qui est quand même réservée à des gens qui sont très fortement fiscalisés, puisqu'on peut déduire l'intégralité effectivement des charges de son revenu global, sans limite, donc pour une durée maximum de 7 ans. Le bien doit être effectivement classé et inscrit donc, à la Fondation du patrimoine. Et puis, il faut savoir que ce bien il doit être loué 3 ans et qu'on doit le conserver minimum 15 ans. Donc, voilà, donc c'est quand même des conditions assez restrictives qu'on ne peut pas proposer à tous les contribuables. Alors justement, si on ne rentre pas dans les critères. Mais si vous ne rentrez pas dans les critères, par contre, on peut utiliser le biais des sociétés civiles de portefeuille immobilier et donc les souscrire par le biais de sociétés de portefeuille immobilier. Mais il existe aussi la loi Malraux. Donc la loi Malraux, elle est aussi incitative pour rénover et réhabiliter en fait, des logements spécifiques dans l'ancien. À noter qu'on parlait tout à l'heure des changements de loi de finances, on pouvait utiliser le dispositif Malraux dans des endroits anciens dégradés. Ce n'est plus le cas. Donc ça, c'est le dispositif qui a été annulé. Par contre, on peut toujours bénéficier d'une réduction de 22 à 30% des dépenses qu'on réalise selon la localisation du bien. Et on peut déduire effectivement jusqu'à 400 000 euros pendant 4 ans de travaux réalisés. Voilà. Mais ça nécessite effectivement aussi de louer le bien au moins pendant 9 ans. Oui.
On arrive. Il y a un dernier. Ouais, vous en avez un autre Oui, justement. pardon, excusez-moi. Ouais. Oui, effectivement, on a un Pinel, le Pinel on connaissait le fameux dispositif Pinel, mais on a aussi encore les investissements possibles dans l'ancien. Donc, quand on fait l'acquisition d'un bien et qu'on y affecte 25% de travaux, on peut utiliser le Pinel de Normandie. Donc là, effectivement, on pourra déduire 18% étalé sur 9 ans du coût global, en fait, du prix de revient de l'immeuble. Et on pourra même le prolonger 3 ans de plus par raison de 3% supplémentaires. Là aussi, engagement de location pendant 9 ans. C'est le dispositif qu'on connaissait, mais dans le cadre de l'ancien. Oui, donc on trouve encore quelques possibilités. Exactement. Et le dernier point, on en a parlé tout à l'heure, c'est le fameux loc avantage, donc avec une réduction plus ou moins importante en fonction du loyer que l'on réalisera au foyer modeste. Alors le but de ce webinaire, c'était de parler de la loi de finances, parce que c'était le gros sujet de l'année dernière, c'était l'incertitude politique, c'était l'incertitude budgétaire, vers où on allait. Bon, on a un petit peu, en tout cas, résolu ces questions et on a l'impression qu'on bascule dans une nouvelle ère d'incertitude. Je pense évidemment au discours d'Emmanuel Macron hier soir. Donc peut-être le basculement de l'année qui se ferait peut-être aujourd'hui, le début d'une sorte de 2025 à partir de maintenant. Donc quels sont un peu les grands risques à suivre aujourd'hui? Quel monde se dessine pour le reste de l'année? Je sais que ce n'est pas une question facile pour vous, Philippe Bechter. Non, mais c'est vrai que le monde a basculé et on peut le dater d'une certaine manière avec le discours de J.D. Vance à Munich. Ça a été un changement de repère. D'un seul coup, les États-Unis n'ont plus la caractéristique qu'ils avaient de protéger l'Europe d'une certaine manière. Donc, il y a une nécessité de réagir par rapport à cela, d'où ces mesures sur la défense qu'on a vues à l'échelle européenne, qu'on a vues en Allemagne, qu'on voit en Pologne, qu'on voit dans tous les pays européens et en France aussi. Tout le monde se réarme. Ce n'est pas une très bonne nouvelle, mais ça va être un des points majeurs à suivre au cours des prochaines semaines, avec pour l'Europe la possibilité peut-être d'accélérer ce qu'on appelle l'union des marchés de capitaux. On va avoir besoin de beaucoup de capitaux. On a une épargne excédentaire en Europe qui représente à peu près 3 points de PIB. Et plutôt que de voir cette épargne se déplacer aux États-Unis pour revenir ensuite sous forme de private equity avec les risques qui sont associés, eh bien, si on pouvait conserver cette épargne pour aider au financement de l'économie européenne, ce serait un plus non négligeable. Et donc, il y a cette discussion sur l'union des marchés de capitaux qui est discutée depuis longtemps, mais qui là pourrait accélérer. Et ça, ce sera quelque chose de spectaculaire pour Ça fait longtemps qu'on en parle et ça bloque. On en parle depuis très longtemps, mais là, il y a un élément exceptionnel qui fait qu'on pourrait l'utiliser. Donc ça, c'est le premier point à surveiller. Le deuxième point à surveiller, qui est plus cyclique, mais moi qui me préoccupe beaucoup, c'est toute la dynamique de l'emploi. On voit bien que les perspectives économiques ne sont pas très bonnes en Europe. On voit le marché de l'emploi changer un peu d'allure en Allemagne, en France, sur l'ensemble de la zone euro. Et ça peut être une source, et ce sera sûrement une source d'inquiétude des ménages. Et donc, ça, c'est un des aspects majeurs à surveiller. Et puis, le troisième point, eh bien, c'est tout ce qui concerne la finance. On a parlé du Bitcoin, on a parlé des taux d'intérêt, on n'a pas parlé de l'envie très forte de l'administration américaine de déréglementer le secteur bancaire. Tous ces facteurs vont bouleverser l'ensemble du système financier et on doit réfléchir en Europe, mais ailleurs aussi dans le monde, sur le caractère particulier qu'occupait jusqu'à présent le dollar et les actifs américains. Est-ce que finalement, cette capacité à utiliser le dollar va être aussi forte demain? Est-ce qu'il ne faut pas réinventer le modèle? Alors, ça paraît un peu grandiose comme ça, mais je pense que c'est un des éléments qui commencent à poindre, s'interroger sur est-ce qu'il faut qu'on conserve cette foi, si je puis dire, dans les actifs américains? Est-ce qu'il ne faut pas changer? La Chine est très active sur ces questions. Ça a été évoqué très largement l'été dernier avec un substitut au dollar. Mais là, l'accélération de l'histoire fait qu'on doit réfléchir autrement sur ces questions. Et il me semble que
dans un an, quand on reparlera de ces questions, les choses auront beaucoup évolué. Sûrement. Et d'autant, juste, alors je prends une minute, je me permets, d'autant que l'économie américaine va peut-être souffrir. Donc, on peut peut-être dire juste un mot aussi de l'état de l'économie américaine cette année ou des attentes. Elle a tellement performé ces dernières années, tellement été un moteur pour la croissance dans le monde. Est-ce que là aussi, il faut garder un œil Il y a pas mal de choses intéressantes. Effectivement, les données qu'on a sont plutôt robustes. On commence à avoir des fragilités. On a vu, par exemple, sur le mois de janvier, les importations de biens intermédiaires, de biens d'équipement augmenter de façon spectaculaire pour éviter de payer les tarifs douaniers. On voit des taxes qui vont se mettre en place sur les biens qui proviennent du Mexique ou du Canada, notamment sur l'automobile, avec un risque de fragiliser l'ensemble de l'économie américaine. On voit, quand on regarde 2024, que la hausse de l'emploi est cohérente avec la hausse des immigrés qui sont arrivés aux États-Unis. Si on écarte une partie de ces immigrés, comment les choses vont-elles se passer? Donc il y a beaucoup d'interrogations qui sont posées, mais avec des risques qui apparaissent comme plutôt à la baisse de l'activité qu'à la hausse. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va devoir surveiller, et avec une conséquence non négligeable, c'est que on vend en Europe beaucoup aux États-Unis, et donc si l'économie américaine se fragilise, l'économie européenne on aura les conséquences négatives. Donc il y a beaucoup de choses, et ça doit nous renforcer en Europe sur l'idée qu'il faut qu'on crée les conditions pour être plus autonome dans notre façon de croître et de générer notre activité. Donc il y a un défi terrible pour l'Europe qui s'est laissé porter à juste titre depuis longtemps, et qui là est face à un défi considérable. À nous de le saisir pour que nos enfants, nos petits-enfants soient toujours heureux de vivre en Europe. On le souhaite évidemment. De manière très terre-à-terre, face à ce discours de redéfinition du monde, comment est-ce qu'au quotidien on peut réagir, et comment est-ce qu'on peut aussi peut-être ne pas paniquer tout simplement? Oui, si on pouvait reprendre quelques règles, effectivement, ce n'est pas des nouvelles règles, c'est des choses qu'on répète effectivement dans nos entretiens, mais la première des choses, c'est prendre du recul. La précipitation n'est jamais bonne conseillère, la fluctuation des cours de marché fait partie intégrante des marchés, donc il faut effectivement arriver, alors ce n'est pas toujours très simple, mais à prendre patience et plutôt à respecter aussi la durée d'investissement conseillé. Nos conseillers insistent beaucoup là-dessus. Quand des fonds sont mis en disposition, on préconise un horizon de placement qu'il faut arriver à respecter. Il faut aussi savoir investir régulièrement. Effectivement, d'investir, de mettre des abonnements sur ces produits, ça permet de lisser le prix moyen d'achat et donc finalement de lisser le risque inhérent au marché. C'est aussi adapter son épargne. Peut-être qu'effectivement, les personnes qui nous écoutent ont des changements dans leur projet de vie, ont des changements effectivement dans la façon dont ils souhaitent allouer leur épargne. Donc il ne faut pas hésiter à en parler à son conseiller et à revoir en fait les allocations d'actifs qui sont proposées, faire des arbitrages. Et puis la dernière chose, c'est être réactif. Voilà, je pense que Philippe nous a donné quand même beaucoup de perspectives. On a à disposition aujourd'hui des investissements qui nous permettent de confier à des professionnels la gestion des actifs, qui vont faire les arbitrages pour vous, qui vont être assez réactifs, qui vont se nourrir des discours donc des économistes et qui vont avoir des tendances de marché, qui vont avoir des positions à donner. Donc là, il faut savoir confier à des professionnels cette gestion-là. Il faut savoir utiliser aussi des options qu'on met à disposition sur nos contrats pour lisser aussi le risque, pour dynamiser en fait les intérêts, pour sécuriser aussi les plus-values que l'on a réalisées. Voilà. Donc je crois qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'accompagnement et l'aide d'un conseiller en gestion de patrimonial, dans la situation que l'on a actuellement, il est quand même primordial, il est essentiel. Il faut effectivement réussir à naviguer dans ce cadre légal, dans ce cadre fiscal qui n'est pas simple, on l'a vu, qui est souvent complexe. Et donc, le conseiller en gestion de patrimoine, il est là aussi pour vous accompagner, pour optimiser votre gestion de patrimoine, pour sécuriser vos avoirs et pour aussi, comme on l'a vu, essayer de réduire la facture fiscale en fonction de vos projets de vie et de vos appétences. Voilà ce qu'on pouvait résumer en règles d'or, aux 5 règles d'or. Résumé, je crois que le mot est juste. Beaucoup de sujets qu'on a abordés aujourd'hui, difficile de tout couvrir et aussi d'anticiper tout ce qui peut se passer en ce moment. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous éclairer sur les grands changements du moment, Laure, Philippe. Merci. Merci Ingrid.
Merci à vous également de nous avoir suivis. Beaucoup de questions de votre part pendant toute l'émission, donc je pense que ça témoigne de votre intérêt. Votre intérêt, justement, on aimerait bien le connaître au sujet du prochain sujet qui sera traité dans le prochain webinaire. Ce sera sur la transmission. Quelle thématique de transmission vous voulez voir traiter plus précisément? Vous pouvez voter. Donc n'hésitez pas à nous faire part de votre avis. Et puis vous pouvez également, comme toujours, revoir ce webinaire en replay et un lien vous sera également envoyé par mail. Merci beaucoup et à très bientôt.